18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et aussi de l'épineuses questions sur la révision constitutionnelle, l'opportunité ou pas. Alors, nous aurons des invités qui vont se succéder dans notre plateau pour certainement analyser toutes ces thématiques. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Moïse Chamala. Bienvenue. Le comité de conjoncture économique s'est réuni ce mercredi à la primature sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. Au cours de cette réunion stratégique, les gouvernements ont tablé sur des points essentiels au bon fonctionnement de l'économie du pays, à savoir la question relative à la surveillance des marchés d'échange et des biens et services, les niveaux d'exécution de la dépense publique et la mobilisation des recettes ainsi que la collaboration entre les ministères de l'économie et l'IGF pour la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Le 7 novembre de chaque année, et c'est depuis 1992, sur initiative de l'Association panafricaine des écrivains, cette date marque la journée internationale de l'écrivain africain. Focus en cette journée sur un ouvrage inédit intitulé E-commerce et commerce informel en RD Congo, enjeux et défis. Son auteur, le docteur Michel Mouvoudi. Et puis en sport, football, les sélectionnaires de l'équipe nationale de la RDCA a eu un échange ce jeudi avec la presse. Sébastien Desabre a voulu apporter une lumière sur plusieurs dossiers concernant les Léopards avant la fin de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une fin qu'il veut emboîter en dépit de la qualification déjà acquise. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Arlette Boutella. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci à toi, Moïse Chamala, pour cette livraison de la Minute Info. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, c'est notre premier analyste politique. Voilà, Charles Mobiloulou, analyste politique, bienvenue. Merci. Voilà, alors au niveau de la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025, il y aura un nouveau président, Donald Trump, un comeback historique. Beaucoup des gens lui ont donné comme perdant devant les pronostics, mais aujourd'hui, Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. C'est vraiment un retour vraiment historique. Oui, bien sûr. Nous avions été là administrés par une grande leçon de la démocratie
nous avons vu comment est-ce que les choses se sont passées et comment est-ce que le résultat est accepté. Mais ce qui nous intéresserait plus, nous, Congolais, c'est un peu savoir quelle est la part, finalement, du Congolais dans ces comebacks de Donald Trump. Il faut dire que jadis, il a eu une politique étrangère assez tumultueuse, tout à fait, qui était plus axée sur, premièrement, les Américains, et donc il a mis de côté pratiquement la politique multilatérale. Il était plus dans des accords commerciaux, dans une politique tout à fait État à État, tout en envoyant plus les intérêts des Américains. Alors maintenant, la République démocratique du Congo, notre cher pays, qu'est-ce que nous devons faire maintenant que Donald Trump est revenu? Quelles sont les stratégies normalement que nous devons mettre en place? Voilà sur quoi toutes les réflexions des structures des... Oui, effectivement. Allons-y. Aujourd'hui, Trump est là. On a vu un peu les agitations dans différents QG politiques en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Est-ce que les lignes peuvent bouger avec l'avènement de Donald Trump? Oui, les lignes doivent absolument bouger. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, il faut les définir. C'est un homme politique, c'est vrai, mais c'est d'abord un homme d'affaires. Et sa façon de faire la politique est tout à fait différente de toutes ses prédécesseurs, je vais dire. Et donc, Trump, quand il est question justement de l'intérêt des Américains, il est prêt à négocier. Et dans ce qu'il a comme des priorités, à ce qui concerne ses accords commerciaux, il y a naturellement la question de ressources que la République démocratique du Congo regorge. Notamment, vous avez le cobalt, les coltans et tout ça, qui sont justement les ressources qui vont concourir tantôt là sur cette mutation que nous allons connaître sur les domaines notamment énergétiques. Et donc, ici, là, la République démocratique du Congo a au moins quelque chose d'essentiel à pouvoir présenter sur la table de Donald Trump, afin de pouvoir négocier et pour nous faire sortir un peu de cette emprise de puissance que nous avons toujours été depuis des années. Savez-vous que depuis le Congo subit, si vous voulez, les jets qui est fait par les autres, parce qu'il est un enjeu. Et donc, on doit voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place des stratégies pour accéder à tel ou tel autre minerai, mais de façon tout à fait gratos, si on peut dire. Alors aujourd'hui, il est bien que les services de l'intelligence que nous avons dans notre pays doivent réfléchir pour présenter un cahier de charges qui puisse être un peu un appât pour qu'on puisse redéfinir, si vous voulez, la politique étrangère de la République démocratique du Congo, surtout en matière sécuritaire. Parce que vous savez que l'insécurité que nous vivons à l'Est est une approche mise en place par les multinationales pour cause, évidemment, pour prendre nos richesses. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir comment renégocier cette politique étrangère américaine qui s'applique en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que la RDC puisse attirer l'attention de Trump vers ce qui se passe ici? On sait bien que Trump, c'est First America. C'est d'abord les intérêts américains. On a vu au niveau du premier mandat. Premier mandat, Trump a tout fait pour que son pays puisse se désolidariser de COP26. Et puis, il était en train de faire pour que les États-Unis puissent un peu quitter dans d'autres organisations afin de s'intéresser beaucoup plus aux problèmes américains. Alors, ici, chez nous, en RDC, qu'est-ce que nous, on peut faire pour que Trump puisse avoir un regard sur ce qui se passe en République démocratique du Congo? Inévitablement, d'abord, il aura ce regard, parce qu'au vu de la spécificité qu'a notre pays, ça, inévitablement, il aura ce regard-là. Mais maintenant, il faudra que nous, partant de nous-mêmes, nous puissions définir exactement ce que nous voulons. D'abord, il est vrai que la République démocratique du Congo est en mesure de mettre en compétition toutes ces puissances. Toutes ces puissances. Et la Chine d'un côté, vous avez naturellement l'Union européenne de l'autre, et vous avez les Américains de l'autre côté. Donc aujourd'hui, par rapport à cette course aux armements, qui est inévitable, à ces courses relatives à ces changements énergétiques et tout ce que vous connaissez en la matière, la République démocratique du Congo reste cette jolie dame où tout le monde s'agite dessus. Et donc, on peut d'abord mettre tous ces États-là en compétition.
Évidemment, dans cette compétition-là, c'est là justement que nous allons un peu camoufler pour pouvoir présenter notre cahier de charges auprès des Américains, tout en redéfinissant évidemment la politique qu'ils ont, parce qu'ils ont une politique étrangère en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'ils ont accès à tous ces minéraux-là en République démocratique du Congo, mais de manière tout à fait frauduleuse, parce que au travers des sociétés multinationales, je ne vais pas les citer ici, mais ce qui est vrai, ils sont là. Mais voilà, il faut maintenant redéfinir cette politique-là. Mais alors, la configuration internationale dans son ensemble aujourd'hui est encore là une opportunité pour permettre, pour attirer l'attention justement de ces Américains qui, à une certaine mesure, défendent un peu le droit. Et donc, l'injustice qui est caractérisée, par exemple, dans le monde actuel, demande à ce que les relations internationales soient redéfinies. Et dans cette redéfinition des relations internationales, tout en cherchant à mettre en principal, évidemment, le droit, et nous pouvons nous camoufler là pour présenter justement l'injustice que nous subissons comme Congolais, et en contrepartie présenter notre cahier des charges pour que les choses soient faites de bonne manière. Alors, présenter notre cahier des charges aujourd'hui, parmi les revendications, il y a la situation sécuritaire dans l'Est, plus précisément au niveau des Ituri. Cette situation qui ne fait que perdurer. Est-ce que l'état des sièges et tous les mécanismes mis en place, ça ne produit toujours pas? Qu'est-ce que faudra-t-il faire pour une solution durable? L'état des sièges, déjà, on ne pouvait pas demeurer dans cette situation pendant très longtemps, parce que ça a commencé depuis le début de la législature du président Tshisekedi, qui venait de s'achever, et là c'est une seconde. Mais je ne sais même pas si réellement il y a une vraie évaluation qui est faite par rapport à ça. C'est vraiment la première question que nous devons poser. Alors, mais maintenant il faut dire qu'est-ce qui se passe déjà à l'Est. Est-ce que c'est vraiment nous sommes dans une guerre? Non, ce sont justement des stratégies qui sont mises en place par des multinationales avec un mobile principal, justement, avoir l'accès à tous ces minéraux-là, et presque à vil prix, pas gratuitement. Et donc aujourd'hui, la redéfinition, c'est de pouvoir négocier des accords commerciaux avec ces multinationales-là, tout en discutant évidemment de l'intérêt qui est le leur et l'intérêt qui est de la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a fait beaucoup de démarches, comme vous savez, la Cour pénale, que sais-je encore, pour pouvoir dénoncer tous ces abus-là dont elle est victime. Oui, on continue mais à malheureusement, faire, mais malheureusement, les résultats sur le terrain, c'est... Exactement, c'est de ça que je voulais arriver. Il y a un paradoxe. Mais le paradoxe, il est bien connu. C'est que ces mêmes personnes, ils sont ici les acteurs actifs, mais là-bas, ils sont des passifs, parce que peut-être, et c'est par procuration justement qu'ils sont à l'Est, avec d'autres multinationales, pour les intérêts tout à fait économiques. Mais ici, ils viennent par d'autres instruments, les cours et tribunaux internationaux, ils ont fait, c'est pour juger justement ces mêmes actes. Donc, ils sont en fait quelque part juges et parties. Et donc, nous ne pouvons pas rester attendre le résultat que nous pouvons imaginer venir de ces personnes-là. Donc, nous devons rester dans une logique où, j'ai dit tantôt là, de mettre toutes ces puissances-là en compétition, pourquoi pas. Comment les mettre en compétition? Par exemple, vous signez un accord commercial sur le même partie du territoire où est exploité, par exemple, le minerai avec une entreprise prénom. Oui, mais non, cet accord commercial, il faut mettre qui peut bénéficier, qui peut être parmi les signataires de cet accord. Ça aussi est un problème, parce que vous avez dit qu'il faut mettre toutes les parties en danse. Non, dans les accords commerciaux, ce sont les accords bilatéraux. Entre donc, la RDC et l'Ouganda, ou le Rwanda, ou donc la RDC, quel pays? Non, quand je parle de puissance, je ne vois pas l'Ouganda, je ne vois pas le Rwanda. Donc vous voyez des multinationales? Je vois de grandes puissances, je vois l'Union européenne, je vois la Russie d'un côté. La Russie au niveau des Ituri. Mais pourquoi pas? Qui vous dit qu'ils ne sont pas là en train d'exploiter? Ils sont là? Bien sûr que oui. Mais vous enquêtez, vous trouverez qu'il y a des multinationales de toutes les nationalités qui sont là, qui opèrent. Donc voilà. Donc mais maintenant, quand vous les mettez dans la compétition, la logique c'est quoi? C'est qu'il faut revenir sur les droits. Parce que le désordre, non, nous ne voulons pas le désordre, négocions. Ce n'est qu'à ce moment-là que la République démocratique du Congo peut mettre sur la table son cahier des charges et négocier avec le mieux offrant.
Voilà, alors avec ce qui se passe, on a vu le président de la République aller en Ouganda et il pourrait y avoir un peu un accord commercial avec l'Ouganda par la construction d'un pont. Tout le monde exploite. Ou la construction d'une route, par exemple. Des Kassindi, là. Voilà, des Kassindi, effectivement. Est-ce que c'est là, ça ne suffirait pas pour que la RDC puisse retrouver la quiétude sur cette partie du territoire national? Non, jamais. Ça peut être une solution, mais pas même une partie des solutions. Parce que vous savez que le président, quand vous suivez leur point de presse, le président Tshisekedi a un autre narratif, alors que le président Yoweri Museveni en a un autre. Et tout de suite, là, vous trouvez que les intérêts même divergent, même quand ils sont dans les comptes rendus. Alors que dans la pratique des relations internationales, on n'a qu'un seul compte rendu, ça ne peut pas diverger. Et donc, ici, il est question que chacun veut tirer l'attention de ses compatriotes sur ce qui l'intéresse. Donc, en relations internationales, vous comprendrez tout de suite là que les violences ne sont pas accordées. Et donc, l'intérêt que poursuit le président Tshisekedi n'est pas forcément l'intérêt que poursuit le président Yoweri Museveni. Ça, c'est la première des choses. Et donc, aujourd'hui, tous ces pays-là, ils viennent en République démocratique du Congo pour résoudre d'abord leurs problèmes à eux. Ils ne viennent pas pour nous apporter la solution à notre problème, qui du reste proviennent d'eux en fait. En réalité, ils sont justement les instigateurs qui créent cette insécurité-là pour trouver une sorte de satisfaction à leurs besoins. Et en politique étrangère, ça se justifie. C'est normal malheureusement. Et donc ils sont en droit, dans la quête de leur survie, de même s'aimer l'insécurité qu'ils sont en train de s'aimer. Et donc ça ne peut pas être une solution à notre problème. La solution de la République démocratique du Congo, ce serait une solution endogène. Ça veut dire que nous devons réfléchir de l'intérieur, comment nous défendre, comment protéger notre territoire. Que faire pour que ce qui nous appartient puisse nous être profitable? Ce n'est qu'aux réponses justement à toutes ces questions que nous pouvons finalement poursuivre cette approche sur le plan externe. Ouais. Mais du moment où toutes ces questions-là demeurent comme ça sans réponse, je ne suis pas sûr que ce sont les autres qui vont nous apporter des ressources. Museveni, quand il parle de la route de Kassindi, il voit en réalité ce qu'il est en train de produire chez lui et comment les écouler, parce que vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un grand marché aujourd'hui, avec 100 millions d'habitants, n'est-ce pas? J'ai été un jour à Béni, le riz provient de l'Ouganda. Donc c'est là justement qu'ils viennent couler leur marché. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là justement qu'ils veulent négocier avec la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour la solution des problèmes. Vous avez parlé d'une solution endogène. Qu'est-ce que vous entendez? Il y a ceux qui parlent et qui disent qu'il faut des négociations pour trouver des solutions aux problèmes de l'Est. Parce que quand vous parlez d'une solution endogène, ça concerne que les Congolais entre eux. Exactement. Alors, des Congolais entre eux, faudra-t-il aller aux négociations? Exactement. La négociation dans des cas d'espèce, c'est le fait que vous ayez défini un intérêt sur le plan interne et pour lequel vous poursuivez sur le plan externe. Et donc, sur le plan interne, de façon endogène, si vous n'avez pas encore défini cet intérêt, il vous serait difficile de le poursuivre sur le plan externe. Vous allez négocier sur base de quoi? Si sur le plan interne, vous n'avez pas encore défini, c'est pourquoi vous devez négocier. Et donc, sur le plan interne, nous avons encore ces vides-là, si vous voulez, n'est-ce pas? Et donc, nous devons d'abord définir notre politique sur le plan interne. D'abord, la politique publique n'existe même pas, République démocratique du Congo, vous savez, chacun peut faire ce qu'il peut faire. Donc, il y a un désordre installé. Vous voyez, même l'armée, on ne sait pas les différencier, n'est-ce pas? Le tenue est porté, et bon, voilà, tout ce qu'il y a. Donc, nous devons d'abord définir qui est qui. Et ce n'est qu'en ce moment-là que nous sortons pour le poursuivre sur le plan externe. Mais il est vrai qu'on dira, pendant que vous serez en train de définir sur le plan interne, vous risquez de subir. Mais c'est tout à fait normal. Aucun État aujourd'hui ne peut vivre sans subir les effets de l'extérieur. Est-ce que... et donc, allez-y. En proportion, évidemment, à une proportion peut-être faible, nous mettrons en fait quelques stratégies sur le plan externe pour pouvoir exister pendant ces temps-là, pour ne pas disparaître. Mais néanmoins, sur le plan interne, c'est là que devraient être axées plus nos actions politiques pour définir notre politique. Par exemple, comme quoi? C'est-à-dire que les gens veulent plus comprendre sur le plan interne. Alors que je vais être précis. Oui, vous allez continuer, c'est que entre nous,
Il faut que les Congolais se parlent. Parler de quoi? Il faut qu'ils se disent des choses. De quoi? Mais ça fait partie des solutions endogènes. Non. Alors, pour vous, les solutions endogènes, si vous ne parlez pas du dialogue, vous allez parler de quoi? Bien sûr, c'est le renforcement de l'autorité de l'État. Pour ça, on n'a pas besoin de se parler. Il est question justement de respecter ce qui est prévu. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas une police qui est responsable. Vous avez des policiers qui se battent avec des gens, en tenue. Vous n'avez pas une armée qui est responsable. Nous sommes pendant une période de guerre. Pendant qu'on trouve qu'il y a des généraux ici qui ne donnent pas, qui ne traduisent pas qu'ils sont en guerre. Un pays est en guerre, on connaît ce que c'est, la guerre. Et donc ces attitudes-là, ces comportements-là, ça, on n'a pas besoin d'un dialogue pour ça. Vous avez chacun qui est là, mais qu'il fasse bien son travail. Et ce n'est que dans cette logique-là, justement, que nous pouvons continuer sur le plan externe. En fait, les dialogues ici, ça va être quoi? Ça va être, ben, écoute, c'est quoi ta part, c'est quoi ma part, évidemment. Mais le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas ça. Ceux qui sont à la gouvernance, qu'ils jouissent déjà au départ du pouvoir qu'ils ont, parce qu'il ne faudra pas qu'on ait un ministre qui, quand il veut poser des actes comme tels, il a des bâtons sur les roues. Alors, et de l'autre côté, lui aussi, il doit avoir ce devoir de la redevabilité, rendre compte de ce qu'il a fait, ainsi de suite. Voilà, mon problème, ce n'est pas qu'il y ait un dialogue, que le Congolais vienne, nous connaissons ce que c'est le dialogue. Ça consiste justement à se partager des postes. Maintenant, et ça se limite là. Ce qui est sûr, c'est jusqu'où ira cette solution endogène, parce que pour le moment, presque toutes les cartouches sont déjà utilisées. Non. Et en plus, l'ennemi est en train d'avancer. Non, d'abord, l'état des sièges, c'est une aventure. Hein, ça consiste que les gens de Kinshasa ici. Hein. Et donc, si on est sérieux, parce qu'il y en a de ceux qui se réveillent un bon matin qui pensent que les trésors publics ici, c'est leur poche à eux. Ils confondent déjà. Viendra un jour, parce qu'il y a une certaine traçabilité, on pourra demander à X, Y l'argent que vous êtes en train de prendre. Est-ce que vous envoyez ça à l'Est? Là, c'est un autre débat. Mais je crois que ceux qui sont habilités à pouvoir faire des enquêtes là-dessus doivent ouvrir l'œil et le bon pour savoir si l'argent sort ici, cet argent-là va à l'Est. Ça, c'est un autre débat. Il faudra absolument que ces gens l'enquêtent là-dessus. Mais en fait, le problème ici, il faut renforcer les services de l'État. Vous voyez, nous avons les services de l'intelligence ici qui doivent réfléchir. Je parlais par exemple de la redéfinition de la géopolitique congolaise aujourd'hui par rapport à l'avènement justement de Trump actuellement. Et qui, lui, avec son approche, qui met d'abord l'Amérique au centre, prévoit d'abord les relations bilatérales. Et dans des cas d'espèce, il s'agit là des accords commerciaux. Et la République démocratique du Congo a ce potentiel-là de négocier ces accords commerciaux avec l'Amérique, tout en lui disant, vous n'avez pas d'intérêt d'être du côté des bandits, et là où les gens exploitent illégalement la République démocratique du Congo. Voilà, vous êtes un exemple. Négociez et traitons avec la République démocratique du Congo. Et donc voilà, donc il faut qu'il y ait déjà. Et pour ça, pour renforcer ce service-là, au lieu qu'il reste derrière des personnes pour dire, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, qu'il vienne ici, je pense qu'il soit écouté. Non, il doit travailler pour repenser notre politique, surtout en un moment où nous avons une nouvelle donne, je sais pas, sur la scène internationale. Parce que de l'autre côté, nous savons qu'il y a des guerres. Vous parlez de cette histoire d'Israël, vous parlez de cette histoire de la Turquie et tout ça. Tous ces éléments-là mis ensemble vont bouger les relations internationales. Et donc la République démocratique du Congo, qui n'est pas un acteur dans les relations internationales, malheureusement. Et ce qu'il tient, c'est un État, on dirait que c'est un acteur. Mais en fait, ce n'est pas un acteur. C'est un enjeu seulement, la République démocratique du Congo. La RDC. Ben oui, c'est un enjeu. Parce que les gens réfléchissent sur la RDC, comment on va prendre ceci, et la RDC subit. Alors, mais maintenant, on devait se faire réfléchir pour que pendant cette période, au vu de la configuration internationale, au vu de l'avènement de Trump actuellement, qu'on redéfinisse un peu la politique, la géopolitique congolaise, et qu'on puisse en fait devenir un acteur que le Congo puisse bénéficier. Je veux revenir sur la solution endogène. J'aimerais que vous disiez clairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, parce que quand vous parlez d'endogène, sans parler à ce que les Congolais se mettent autour d'une table pour parler, ça serait un peu compliqué. Je vais revenir. Tout à l'heure, vous avez parlé de redéfinir les relations internationales et aussi ce qu'on appelle beaucoup plus, on voit la diplomatie. La RDC a aussi mis en place cet aspect diplomatique en ce qui concerne l'accord de Luanda, ce qui se passe actuellement
avec comme médiateur l'Angola. Est-ce que de ce côté-là, on peut espérer une solution? Bon, honnêtement, je n'ai jamais espéré. Quand vous lisez plusieurs rapports, vous trouvez que les pays frontaliers de la République démocratique du Congo sont par moments à la base des conflits que nous vivons. Donc, je ne crois pas que, excusez-moi, nous acceptons ces beaux offices, mais moi, non, je ne crois pas que l'Angola, parce que l'Angola aussi, à un moment donné, nous avions eu un problème, qui a voulu en fait avoir le territoire de la République démocratique du Congo, qui voulait gérer. Et voilà. Donc aujourd'hui, donc il y a une sorte de convergence, si vous voulez, de cette approche rwandaise qu'on peut trouver chez les Angolais et puis ça. Donc moi je ne suis pas de ceux qui croient que notre solution viendra d'Angola. Ah, alors mais donc, non. Alors, on a été dubitatif face à l'Angola. Oui. Bon, on est dubitatif. Oui, moi, bien sûr, mais il y a des Congolais qui croient. Voilà, et puis c'est moi qui suis la RDC s'est résiliée à pouvoir continuer des négociations avec les Kenyans. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de nous attirer des ennuis avec les voisins? Non, nous nous attirons des ennuis tout simplement parce que sur le plan interne, nous ne voulons pas nous affirmer comme un État. C'est comme ça que je vous parle des solutions endogènes. Déjà, il faut dire que nous avons enregistré des avancées assez significatives à partir début des années 2000 avec la modernisation de l'État congolais qui n'était pas... Parce que la modernisation en sciences politiques, ce n'est pas l'infrastructure, c'est le fait d'avoir un État qui est organisé institutionnellement, ce qui n'existait pas avant. Mais maintenant, il est aujourd'hui question que nous puissions renforcer, évidemment, sur le plan rationalité, je sais pas, ces institutions-là de l'État. Par exemple, aujourd'hui, vous arrivez, on ne fait que reconduire ces parlements-là. Mais les députés, il y en a des qui sont députés de l'Est, qui sont contre cette histoire de l'état de siège, par exemple. Mais on les reconduit quand même. Il y a un problème. Et donc, l'institution est là. Les animateurs qui sont là doivent être les animateurs qui travaillent avec une bonne conscience. Et c'est peut-être là le problème de la République démocratique du Congo. Et donc, la solution endogène, à mon avis, ici, ça consiste justement à ce que nous avons déjà puisse fonctionner tel que cela doit. Et pourquoi ça ne fonctionne pas alors? Je pense que c'est un problème d'animateur. Parce que chez nous, le voleur n'est pas un voleur. C'est ça le drame. Mais sous d'autres cieux, le voleur, il est comme ça. Ici, le voleur est qui? Le voleur est donneur de leçons. Il est le faiseur de la loi. La loi, vous savez ce que c'est la loi. Et un voleur ne peut pas faire la loi. Mais aussi, le voleur fait la loi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous parlez des solutions. En fait, mais il y a certains, je paraphrase certains animateurs politiques. Martin Fayoulou, oui, qui demande à ce qu'il y ait dialogue. Ça va porter sur quoi? Je vais arriver, vous allez continuer. Fayoulou, dialogue. Oui. Mukwege, dialogue. Oui. Cette fois-là avec les groupes armés. Même position que la CENCO, qui dit que ça fait pratiquement 3 ans que Bunagana est sous occupation. Ça fait pratiquement, ça c'est aujourd'hui, c'est la 86e fois qu'on est en train de proroger l'état des sièges. Sans résultat. Sur terrain, quand bien même il y a beaucoup d'efforts déployés par le gouvernement et puis par... Et des fonds, surtout des fonds, surtout des fonds. Mais surtout des fonds injustifiés. Et jusque-là, les résultats sont piètres. Et pour eux, ils trouvent, il faut qu'ils se mettent autour d'une table. Non. Comme une solution endogène. Parce que vous avez dit qu'il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités. Non. L'État des animateurs qui sont responsables, qui doivent répondre de leurs actes parce que ce sont eux qui gouvernent actuellement. Il est hors de question que Martin Fayoulou n'est pas comptable actuellement de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais c'est un acteur Il reste un acteur politique. C'est vrai. De poids. Je sais, on a beaucoup de respect pour une personne comme lui, mais seulement qu'il n'est pas comptable. Il faut que celui qui est comptable ou qui en sera comptable devant les Congolais, devant l'histoire, puisse poser des actes tout en assumant ses responsabilités. C'est ça. Donc, il ne faudra pas qu'il y ait une sorte de dialogue. Et en tout cas, je les déconseille parce que ces dialogues-là, ça va être quoi? Je dis, attendons-nous.
Ils vont s'entendre sur quoi? Pour que qui aille poser des actes? Et entre-temps, Ça va être désormais... Et entre-temps, l'Est, vous ne voyez pas, vous ne pensez pas à nos populations de Rutshuru, des Massissi? Mais ces populations, j'ai eu la chance d'être déjà là. Mais écoute, de toutes les façons, ces populations-là souffrent pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a des multinationales qui sont là. Mais parce que nous n'avons pas une armée capable de pouvoir terminer cette guerre-là. C'est une armée ou bien on n'a pas une politique pouvant certainement non, une armée, en fait, nous avons un peu une petite confusion. Une armée ne se définit pas seulement par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à l'armement. Et l'armement est possible dès lors que vous pouvez aussi en produire localement. Et parce que nous n'avons jamais mis en place une approche de production de l'arme sur le plan local. Il y a la loi des programmations militaires qui a été votée au niveau du Parlement. Mais il y en a toujours comme ça des lois, mais donc c'est l'application qui pose problème. Et là, il y a un budget colossal destiné pour le fonctionnement de l'armée. C'est qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Bon, de toutes les façons, nous allons voir où ils arriveront. Bon, en fait, ici, nous parlions des dialogues. En fait, ces dialogues, je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous pouvons... Non. Dites à M. Fayoulou, réfléchissez hautement, mais laissez M. Tshisekedi être comptable de ses actes, apportez vos avis pour qu'il puisse mettre ça en contribution, mais laissez-lui gérer. Parce que l'histoire le retiendra comme responsable. Il doit aujourd'hui mettre en place une armée. Il y a un projet, comme vous l'avez dit, il y a un budget qui a été présenté, les moyens vont être alloués et l'armée va être là et il sera là au fond pour nous récupérer ce territoire-là. Et donc il est hors de question parce que quoi ça a été occupé et donc entre Congolais négocions. Non, mais nous savons d'où ça vient. Et nous sommes sur un plateau de télévision, en fait, il y a quelques minutes, mais je me rappelle que je suis étudiant, qui c'est Goma va tomber. Et nous avons fait une marche, nous sommes descendus à Monisco. Quelques minutes après, Goma a été libéré. Donc nous savons qui fait les jets. Qui fait les jets. Donc là, ce n'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est que nous devons d'abord nous définir sur des plans internes. Que nos services puissent... Nous avons par exemple l'armée, nous avons la police, nous avons les services de l'intelligence, nous avons l'administration publique, toutes ces histoires doivent réellement travailler pour que l'État existe d'abord. Qu'on sent qu'il existe un État en République démocratique du Congo où quelqu'un ne peut pas prendre le sens inverse sur le boulevard, devant policiers, devant qui il n'existe pas la loi. Un État comme ça ne peut pas faire la guerre. Alors, état de siège, vous redoutez quoi avec cet état de siège? Mais quel est le bilan? Les députés qui sont là et qui ont reçu mandat de leur peuple et qui parlent pour le nom et le compte de ce peuple au Parlement, combien de fois ils ont fustigé cette histoire? Mais évidemment, il y a des accusations, les autres aussi les accusent d'être... Mais cette histoire, on ne peut pas faire toute une législature comme ça avec cette histoire d'état. Ça ne peut pas s'expliquer. En tout cas, tout politologue, ça ne peut pas... D'abord, ce sont des situations exceptionnelles. Et les situations exceptionnelles ne peuvent pas être permanentes. Mais ici, on est dans une... Et tout le monde, les députés... Mais attends, c'est comme ça que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux comme ça? Donc pour vous, l'état des sièges, il faut que... Mais on doit arrêter cette aventure. On doit arrêter cette aventure. Vous voulez que les civils reviennent? Mais qu'est-ce que les militaires ont fait? Les militaires, d'abord, la place... Mais aujourd'hui, Goma n'est pas tombé parce que les militaires sont là. Ce sont les militaires qui ont mis en déroute les ennemis. Mais c'est ce que j'ai des militaires au fond, pas les militaires à l'administration. Pas l'administration. C'est pratique même des états de siège. Je vous dis que ce sont des pratiques... on l'applique même presque plus, mais je ne comprends pas pourquoi en République démocratique du Congo, les gens trouvent l'astuce là pour sortir l'argent du trésor. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec? Avant-hier, on a suivi l'arrivée du ministre des Affaires étrangères à Goma. Oui. Pour évaluer un peu ce qui se passe au niveau de Luanda. Il a été reçu avec beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur alors. Notre diplomatie, est-ce qu'elle a failli ou bien c'est une diplomatie qui sait ce qu'il est en train de faire?
La diplomatie, c'est quoi en fait? La diplomatie, ici, dans des cas, la diplomatie, elle est variante. Elle se définit pendant un moment donné, pour un besoin donné, et avec un acteur donné. Ça veut dire, vous définissez les problèmes que vous avez. Par exemple, je vous ai illustré les cas des accords commerciaux avec le gouvernement, l'administration Trump. Parce que c'est sur ça qu'il va être. Donc aujourd'hui, nous devons d'abord définir qu'est-ce que nous voulons sur le plan interne. Et ce n'est que sur base de ça que nous sortons en dehors de nous pour le poursuivre. Qu'est-ce que nous cherchons? Notre sécurité? Si c'est ça, nous les cherchons où? À Luanda? Non. Et donc, si ce n'est pas ça, donc ce n'est pas ça. La diplomatie, on la définit toujours. Elle est spécifique. Elle se définit par rapport à l'intérêt national, et cet intérêt par rapport à une période, par rapport à une question et par rapport à un acteur ciblé. Ici, il faut bouleverser l'ordre. La République démocratique du Congo ne peut sortir que du moment où la République démocratique du Congo bouleverse l'ordre. Comment est-ce qu'elle peut bouleverser l'ordre? Je parle encore des services qui doivent réfléchir. Elle peut bouleverser l'ordre en mettant en compétition les puissances. Comment est-ce que, parce que nous régorgeons tout ce que les puissances ont besoin, mais nous les mettons en conflit. Vous savez qu'à un moment, nous avons réussi à mettre l'Union européenne et les Américains, tous ces blocs-là des Occidentaux, avec les Chinois en conflit. Quand il y avait les accords chinois, là, vous savez, vous allez vous rappeler. Nous avions réussi. Mais le problème, c'est que les intelligences ne restent pas là pour continuer à réfléchir sur une question comme celle-là et redéfinir la politique congolaise partant de éléments comme ça. Parce que tout ce que nous pouvons, nous devons d'abord les mettre en conflit et nous redéfinissons notre politique et nous allons nous en sortir. Alors, pour la situation dans l'Est, faudra-t-il une solution diplomatique ou les armes? Je vous ai dit, l'arme reste une question endogène. L'armée? Oui, un instrument de la souveraineté. Et donc, quand vous avez l'armée, ce n'est que dans cette logique, parce que Mobutu l'avait développé à un certain moment. Quand nous étions une puissance militaire ici, nous ne connaissions pas tous ces problèmes. Parce que sur le plan interne, nous étions capables de repousser tout menace. Évidemment, nous avons connu des Mobadé, que sais-je encore, mais néanmoins, nous avions cette puissance-là, du moins sur le plan régional. Et ça nous sécurisait. Donc, du moment où nous ne l'avons pas encore défini, nous allons trouver une solution diplomatique, mais elle sera une solution éphémère. Pour que nous ayons une solution qui puisse durer dans le temps, il faudra absolument que nous puissions avoir une armée capable de nous sécuriser, tenant compte évidemment de tous nos minéraux que nous pouvons aujourd'hui faire prévaloir comme les éléments de négociation. Donc vous et avoir en évidence nos ressources minières. Absolument, parce que tout le monde le convoite actuellement. Et nous mettons en compétition toutes ces puissances. Mais le chef de l'État, lors de son premier mandat, dès les débuts, il a eu à intéresser Kagame et les autres, mais ils n'ont pas voulu entrer par la grande porte. Ils ont préféré des fenêtres. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils vont aller toujours dans ce sens-là? Pour eux, ils se disent, vaut mieux négocier par des fenêtres, là où il y a beaucoup d'avantages, que par la grande porte. Évidemment, quand vous avez un accord commercial, vous avez un accord, vous avez une deal, comme on dit tantôt, c'est que ce deal-là va s'étendre pendant un moment donné. Et là-dedans, vous allez rencontrer des difficultés et vous devez savoir comment contourner toutes ces difficultés. C'est ça le drame. Mais est-ce qu'il était mis en place un comité d'intellectuels congolais pouvant accompagner ça pour qu'en chaque fois qu'ils aient une difficulté, qu'ils reviennent, qu'ils rediscutent, qu'ils voient un peu de voies et moyens comment contourner, qu'ils négocient directement avec les parents? Est-ce que tout ça, ça a été mis en place? C'est bien, le chef de l'État, il est qui? Il est celui qui donne des grandes idées, des grandes lignes. Mais les architectes, lui, c'est l'ingénieur. Mais les architectes qui doivent être dans moins de détails, le mensonge et tous ces gens-là, ce sont les autres ici qu'ils nomment, le ministre, le mandataire, que sais-je encore. Ce sont eux qui doivent comprendre l'idée pour mettre en application. Si à ce niveau-là, ça faillit, il est difficile qu'on arrive au résultat, quand bien même qu'on aurait énoncé une bonne pensée. Voilà, merci beaucoup, M. Charles Moubiloulou, surtout pour vos analyses pertinentes. Merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme Télé 50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. Voilà, 18h45 à Kinshasa, heure à laquelle nous mettons fin à notre Kinshasa direct de ce soir. L'invité est pris dans les embouteillages, il aurait dû être là pour parler certainement de la révision constitutionnelle. Alors ce n'est qu'une partie remise, fidèles téléspectateurs. Nous vous laissons en compagnie de la régie pour la page des spots ou de publicité. Entre-temps, à 19h, ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Lubumbashi. Portez-vous très bien. À très bientôt.